Vacances sans sida, la région du Nord-Ouest vient de procéder au lancement de la campagne Opération sans sida, laquelle vise à réduire de façon considérable un taux de prévalence évalué à 6% dans cette partie du pays. Mesdames, Messieurs, voilà pour la vitrine. Bienvenue au journal. L'opération Vacances sans sida est officiellement lancée à Bamenda. L'objectif fixé cette année est de réduire de façon considérable le taux de prévalence qui est évalué à 6% dans le Nord-Ouest. Pendant 2 semaines environ, 130 pères éducateurs vont sensibiliser les jeunes sur l'importance de connaître leur statut sérologique. Les détails avec Franck Bala, Colombie Catal. Avec un taux de prévalence régional de 6,3% dans la région du Nord-Ouest, 130 pères éducateurs ont été retenus pour la sensibilisation sur la pandémie du sida dans le cadre de la 14e édition de Opération Vacances sans sida, si importante pour la première dame Chantal Biya. Pendant 3 semaines, ils vont sillonner les quartiers de 3 arrondissements de la ville de Bamenda, le but étant de persuader les jeunes à connaître leur statut sérologique. Je suis père éducateur Nord-Ouest et le rôle du père éducatif, c'est celui-là ou celle-là qui éduque la population par rapport au VIH. Donc nous sommes d'ailleurs pour sensibiliser la population et surtout la population entre 15 et 25 ans dans la jeunesse. On ne peut pas utiliser seulement le préservatif pour ne pas avoir le VIH. On peut aussi mettre en pratique l'abstinence et la fidélité. Comme l'année dernière, le thym remet un accent particulier sur le slogan « Les go disent stop au VIH-Sida ». Lors de la cérémonie de lancement de Opération Vacances sans sida, le gouverneur du Nord-Ouest, Adolphe Lélé Lafrique, a engagé les pères éducateurs à être les dignes agents du changement social, ceux-là même qui doivent aider les jeunes à fuir des comportements à risque. Il s'agit de faire approprier aux jeunes le programme gouvernemental de prévention, et afin qu'ils s'approprient et sensibilisent autour d'eux, dans les familles et à la rentrée de classe, dans les établissements scolaires du primaire, secondaire à l'universitaire, toute la jeunesse et toute la communauté sur les risques que nous encourons encore dans notre processus d'émergence quand nous ne prévenons pas le VIH-Sida dans notre environnement. Outre la sensibilisation dans les milieux propices à la contamination du VIH-Sida, les pères éducateurs ont également procédé à la distribution des préservatifs masculins et féminins. Laboratoire national vétérinaire, les administrateurs examinent la gestion de l'entreprise. Les assises de la 42e session du conseil d'administration du laboratoire national vétérinaire se sont tenues le 23 août à Yaoundé. Placé sur la présidence du ministre Amadou Dia Adoudi, les travaux étaient consacrés à l'examen de la gestion de l'entreprise et à l'arrêt de ses comptes au terme de l'année budgétaire 2015. Le compte rendu de Salomon Foyer, Marcel Vondoaben et Réticheux. À en croire le président du conseil d'administration du laboratoire national vétérinaire Amadou Dia Adoudi, le LANAVET a produit en 2015 20 200 000 doses de vaccins et du lien auquel s'ajoute le vaccin contre la fièvre hâteuse et celui contre la rage canine importé pour satisfaire les besoins du ministère de l'élevage, des pêches et des industries animales dans ses combats contre les maladies qui menacent le cheptel camerounais. De l'examen des comptes de cette structure, il apparaît que les ventes des produits et services ont atteint un chiffre d'affaires de 990 millions de francs CFA, dont 86% pour les vaccins produits localement, 12% pour les vaccins importés et 2% pour des recettes provenant des analyses de laboratoire. Il ressort cependant que la production des vaccins, principale activité du LANAVET, reste limitée du fait de la vétusté des équipements et locaux. À ces problèmes d'infrastructure s'ajoutent les difficultés liées
aux procédures de passation des marchés, d'acquisition des intrants qui généralement conduisent à la rupture fréquente des stocks de matières premières. L'année 2016 étant la dernière du contrat plan que l'État a signé avec le laboratoire national vétérinaire en vue de sa restructuration, la mise en œuvre de cette plateforme souffrirait de très nombreuses difficultés qui semblent freiner le développement harmonieux du LANAVET. Il s'agit entre autres du manque de statut approuvé qui retarde la mise en place des organes de gestion conformément aux dispositions de loi portant statut des établissements publics. Par ailleurs, l'entreprise souffre d'un manque de capital social, des lenteurs dans le déblocage des fonds logés au trésor public, sans oublier les difficultés liées au fret aérien pour ses importations, idem pour ses exportations. Les assises de la 11e Commission nationale de l'enseignement privé de base ont démarré hier, mardi 23 août 2016 à Yaoundé, présidée par Mme Youssouf Adidja Ali, ministre de l'Éducation de base. Pendant 2 jours, il sera question de travail pour l'amélioration de la contribution de cet ordre d'enseignement dans l'offre éducative nationale de base. Le point avec Salomon Foyer, Marcel Vondaben, Colombe Bekatal. Lutter contre les établissements scolaires clandestins, redynamiser les activités pédagogiques à travers un encadrement de proximité, poursuivre l'implémentation des stratégies de sécurisation des établissements scolaires et assurer la mise en œuvre de l'agenda 2030 de l'éducation. Ce sont là les grandes lignes au menu des travaux de la 11e Commission nationale de l'enseignement privé de base, ouvert ce mardi à Yaoundé sous le thème « Pour une participation efficace de l'enseignement privé à la mise en œuvre de l'agenda 2030 de l'éducation au Cameroun, une éducation inclusive, équitable et un apprentissage tout au long de la vie pour tous ». Pendant 2 jours, il sera question pour les commissionnaires de dresser le bilan du fonctionnement de l'enseignement privé au cours de l'année 2015-2016 et d'élaborer les perspectives pour l'année scolaire 2016-2017. Au-delà de la volonté d'assainir, au moyen de la fermeture envisagée des établissements scolaires clandestins dans les 4 coins de la République, l'amélioration de la gouvernance éducative, le renforcement du suivi, évaluation et le développement de l'éducation inclusive ont été fortement prescrits par le ministre de l'Éducation de base, histoire d'assurer une amélioration de la participation de l'enseignement privé à l'atteinte des objectifs du cadre d'action et d'éducation en 2030. L'objectif visé à travers cette rencontre, c'est déjà de pouvoir faire le bilan de tout ce qui a été fait au cours de l'exercice passé, donc au cours de l'année scolaire dernière, et essayer de jeter aussi les bases pour une rentrée scolaire paisible et une rentrée scolaire qui permette d'obtenir des bons résultats comme ça a toujours été le cas aujourd'hui. L'auditoire accroché aux lèvres de Youssouf Adidja Alim a certifié de la prise en compte des mesures prescrites. C'est un secret de Polichinelle. Ernest Dikoum est le nouveau directeur général de la Compagnie nationale de transport aérien du Cameroun. Jusque-là, directeur d'Emirates Airlines en Afrique de l'Ouest avec résidence à Dakar, il a été porté à la tête de la Cameroon Airlines Corporation à l'issue d'un conseil d'administration extraordinaire tenu le 22 août à Yaoundé. Esquisse de portrait du nouvel homme fort de la Cameroun. Jean-Paul Nanasanjo n'est plus le directeur général de la Cameroon Airlines Corporation. L'élément déclencheur ayant présidé le départ de l'homme en poste depuis juin 2014 serait le sabotage dans la nuit du 12 au 13 août 2016 du cockpit du Boeing 767-300 baptisé le Dia sur le tarmac de l'aéroport international de Douala, la métropole économique du pays. Cette nuit-là, en effet, à Printemps, la cabine de pilotage du fleuron de la flotte a été complètement détruite par les eaux, passés par les hublots laissés ouverts. Selon certaines estimations, il faudrait entre 4 et 6 milliards de francs CFA pour les réparations de cet aéronef, revenu au pays le 2 juillet dernier après 6 mois de maintenance dans les ateliers d'Ethiopian Airlines et alors qu'il a été choisi pour le transport imminent de 3500 pèlerins du Cameroun vers la Mecque. Autre malheur qu'on peut citer est celui de la lourde dette de quelques 35 milliards de francs CFA pour un déficit mensuel d'exploitation de 1,5 milliard de francs CFA qui pèse sur la compagnie lancée en fin mars 2011 et constituée à 100% de capitaux publics. Il y a 2 semaines, la firme américaine Boeing Consulting, sur instigation du gouvernement, a proposé un plan de redressement pour un coût de 60 milliards de francs CFA
qui repose pour l'essentiel sur l'emprunt de la dette fournisseur estimée à près de 35 milliards de francs CFA, l'ouverture de 27 dessertes domestiques, régionales et intercontinentales, ainsi que l'acquisition de 9 appareils à l'horizon 2010 qui viendront s'ajouter au sein aéronef dont dispose actuellement la compagnie. C'est donc une affaire que devra suivre le nouveau directeur général Ernest Dikoum, jusque-là directeur général Afrique de l'Ouest avec résidence à Dakar d'Emirates Airlines, la compagnie des Émirats arabes unis. Et ce n'est pas tout, la Camerco a aussi désormais un nouveau président du conseil d'administration. Son nom est Méfiro Oumarou. Hier 23 août était la journée internationale du souvenir de la traite négrière de son abolition, rendue à la 18e édition. Cette journée vise à inscrire la tragédie de la traite dans la mémoire de tous les peuples du monde afin que les conséquences humaines dévastatrices de la lutte humaine et de l'esclavagisme ne tombent pas dans l'oubli. Adi Pouto. La révolte des esclaves de Saint-Domingue, aujourd'hui République d'Haïti et République dominicaine, a joué un rôle déterminant dans l'abolition de l'une des plus extrêmes violations des droits de l'homme dans l'histoire de l'humanité. En effet, dans la nuit du 22 au 23 août 1791, un soulèvement d'esclaves à Saint-Domingue, arrachés à l'Afrique pour aller faire des travaux forcés dans les plantations de l'Amérique, a donné le coup d'envoi à la révolution haïtienne. Haïti est d'ailleurs considéré comme étant le premier pays où une rébellion menée par des esclaves a porté ses fruits et mené à l'obtention de l'indépendance du pays en 1804. Cette révolte a marqué un tournant dans l'histoire humaine dont l'impact fut considérable pour l'affirmation de l'universalité des droits humains. Initiée par UNESCO en 1998, la Journée internationale du souvenir de la traite négrière et de son abolition rend hommage chaque année, le 23 août, aux millions d'hommes, de femmes et d'enfants victimes de l'esclavage et qui se sont battus pour la liberté. L'aboutissement de ce combat mené par les esclaves eux-mêmes est une source inépuisable d'inspiration pour lutter aujourd'hui contre toute forme de servitude. Le racisme, les préjugés, les discriminations raciales et les injustices sociales héritées de l'esclavage. Il faut le rappeler, les populations qui ont été déportées de l'Afrique vers l'Amérique ont eu un parcours des plus difficiles. Discrimination, racisme, esclavagisme, mauvais traitements de diverses natures, malheureusement, ces séquelles de cette portion traumatisante de l'histoire sont encore bien palpables chez les communautés afro-américaines de tout le continent. L'esclavage tel qu'il est présenté dans les livres d'histoire est une page définitivement tournée. Les faits, cependant, enseignent une autre réalité dans l'accroissement des inégalités. L'homme continue de dominer son semblable à son détriment. L'esclavage connaît aujourd'hui une ressurgence bien qu'elle revête d'autres formes. Voici d'autres visages de cette cruauté que nous présente ici Colombe Catal. Il est connu de la plupart des États du monde que l'esclavage est officiellement aboli. Malheureusement, dans plusieurs pays, ce phénomène revêtu de plusieurs formes connaît une résurgence ces dernières années. Industrie de sexe, enfants se sacrifier, asservissement pour endettement et autres emprises rituelles privent des milliers d'hommes, femmes et enfants du rêve d'un avenir meilleur. Les esclaves des temps modernes se recrutent dans les pays en développement. Généralement sans ressources et peu instruites, les filles par exemple se livrent à des proxénètes pour la survie. Une autre catégorie séduite par la promesse d'un emploi à l'étranger ne trouve pas mieux que le poste de ménagère pour un employeur exigeant de leur disponibilité dès l'aube jusqu'au crépuscule, privée du moindre temps pour elle-même. Un pays d'Orient, dans le cas d'espèce, est connu pour sa manière particulière de gérer le personnel féminin, pire encore lorsqu'il s'agit d'une africaine. Les enfants, pour leur part, lorsqu'ils ne sont pas convertis en guerriers, sont vendus ou simplement placés par leurs parents chez des proches. Ces tout petits passent des heures entières dans des mines, fabriques et autres plantations. Ignorant tout de leurs droits et sans le pouvoir de protester, ils sont exploités par des individus véreux. C'est le même sort qui est réservé aux ouvriers débiteurs de leurs employeurs. Pour payer ce qu'ils doivent, ces infortunés sont tenus de travailler plusieurs années sans l'espoir d'une rémunération. Des us et coutumes, d'autre part, contraignent à vie des gens au service de quelques divinités dans des conditions éprouvantes. Des atrocités qui ne connaîtraient pas un tel accroissement avec juste un peu d'humanité. En page étrangère de cette édition, la langue française est classée deuxième langue de l'Union européenne et 9e mondiale. À suivre également le processus de déclenchement des inondations. C'est avec nos confrères de l'AFP. Géographe français, Onésime Reclus invente le terme francophonie en 1880 pour désigner les personnes et instances utilisant le français dans le monde.
Le nombre de francophones atteint aujourd'hui 220 millions, ce qui fait du français la deuxième langue de l'Union européenne et la 9e mondiale. Plus de la moitié des locuteurs vit en Afrique, selon l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie. L'Algérie comptabilise la seconde communauté francophone au monde, avec plus de 11 millions de personnes sachant lire et écrire le français. En Afrique du Nord, par rapport à la population totale du pays, les Tunisiens distancent les Marocains. En revanche, c'est au Maroc que les locuteurs sont les plus nombreux. En Afrique subsaharienne, les 3 pays qui regroupent le plus grand nombre de personnes parlant le français sont la République démocratique du Congo, la Côte d'Ivoire et le Cameroun. Dans les pays de l'océan Indien, Madagascar comptabilise le plus grand nombre de francophones, mais c'est aux Seychelles et à l'île Maurice que la langue française reste la plus présente. Au Moyen-Orient, le Liban devance l'Égypte. En Europe centrale et orientale, la Roumanie puis la Pologne et la Moldavie comportent le plus grand nombre de francophones. En Amérique du Nord, le Québec en recense 7 millions, soit 93% de sa population. Dans la Caraïbe, Haïti demeure le premier pays francophone. L'Asie, avec des chiffres très faibles, reste stable. Le français est avec l'anglais l'une des 2 seules langues parlées et apprises sur tous les continents. Aujourd'hui, 116 millions de personnes apprennent le français dans le monde avec 900 000 professeurs. Selon les projections de l'OIF, en 2050, près de 85% des 715 millions de francophones vivront en Afrique. En Europe, il n'y aura alors plus que 12% des francophones de la planète. Les crues se forment après de fortes précipitations ou à la suite d'une fonte massive des neiges. À l'intérieur des terres, on peut distinguer 3 types d'inondations. Le premier type est la crue par débordement. Suite à de fortes précipitations, une rivière ou un fleuve déborde de son lit. L'eau envahit des vallées entières. Les inondations peuvent se propager très loin de la zone des précipitations. Les fleuves additionnant toute l'eau des rivières confluentes, les crues peuvent être beaucoup plus fortes en aval. Le deuxième type d'inondation est l'accumulation d'eau dans les bassins. En temps normal, la plus grande partie de l'eau de pluie est absorbée par le sol et rejoint la nappe phréatique. Lorsque le sol a une capacité insuffisante pour absorber cette eau, celle-ci s'accumule dans les zones les plus basses. L'eau remplit alors rapidement les vallées en dehors des rivières. Le troisième type d'inondation est lié à l'urbanisation croissante des zones inondables. Les eaux remontent alors à travers les réseaux d'égouts dans les zones les plus basses. Ce phénomène est accru par la couverture croissante des terres avec des routes, parkings et bâtiments. Sous ces espaces urbanisés, l'eau ne s'écoule plus dans les sous-sols et augmente encore la charge des canalisations. Et voilà qui met un thème à cette édition d'informations sur CamNews 24. Merci à tous de l'avoir suivi et bonne suite des programmes.